demandé de présenter l'imprésentable, parce que Georges Kwame est quand même bien connu. Il fait partie de ces jeunes chercheurs qui ont été un peu coucouneigés par l'équipe, par le réseau, et qui se trouvent actuellement en poste de responsabilité à la tête d'un laboratoire, enfin d'une jeune équipe foncier Côte d'Ivoire, avec d'autres jeunes doctorants aussi qui ont été suivis par notre réseau. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Donc Georges va nous présenter un exposé sur certification foncière, contraintes et tensions en milieu rural ivoirien. Sujet tout à fait neuf, comme vous pouvez le constater, mais où, par contre, les éléments empiriques demandent à être actualisés à la vitesse grand V, en quelque sorte, parce que la situation évolue très vite. Je passe la parole à Georges. Merci. Oh. Je veux juste peut-être là. On n'a pas... Ah, d'accord. OK. Très bien. Merci, Jean-Pierre. Alors, effectivement, je vais juste dire un mot sur la jeune équipe qui est, comme vous le constatez, vous le notez sur la présentation, c'est une jeune équipe de recherche. Jeune parce que nous avons embrassé, on va dire, la carrière professionnelle universitaire il n'y a pas bien longtemps. Donc, il y a quelques années, j'étais aussi comme doctorant comme vous. Et l'équipe est donc constituée de jeunes enseignants-chercheurs et de doctorants qui travaillent sur le foncier rural ivoirien. Alors, la jeune équipe a plusieurs axes de recherche, notamment l'axe marchandisation qui fait l'objet de thèses de certains de nos doctorants. Un second axe de recherche sur la question du retour des déplacés de guerre dans les zones d'origine après la crise post-électorale. Et bien sûr, ce axe que nous traitons aujourd'hui, qui est l'axe de la certification foncière. Alors, ce axe, il nous intéresse, vous l'aurez compris, compte tenu de l'actualité de la question et des enjeux fonciers en Côte d'Ivoire. Tout le monde est d'avis que la question foncière est au cœur de la problématique de réconciliation sociale, mais aussi au cœur de la problématique du développement tout court. Et cette question du développement, de la sécurisation des terres, de la formalisation, de la certification, c'est un ensemble donc, de politiques, de mesures qui sont développées ailleurs et même aussi en Côte d'Ivoire pour pouvoir, dit-on, sécuriser davantage les droits coutumiers. Et les grands principes sont connus dans la littérature, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est bien connu, mais quelques grandes idées, c'est que la formalisation par le titre individuel devrait permettre de lutter contre les questions de pauvreté et puis assurer le développement. Ce sont des idées qui sont bien connues, mais il faut dire que la littérature souligne également que l'impact sur l'économie n'est pas toujours prouvé. Au contraire, il y a d'autres réalités complexes qui apparaissent. La question du coût de la procédure, la question de l'exclusion des populations, l'accaparement, les conflits. Donc il y a toute une littérature là-dessus qui le dit très bien. Alors, dans le contexte ivoirien, vous aurez également des écrits récents qui montrent que les politiques en matière de formalisation soufflent le chaud et le froid. Voilà. Tantôt, on affirme les grands principes
du droit de l'État sur les terres, mais on nie pas totalement les droits coutumiers. Et dans le cas ivoirien, on dit ce principe s'est traduit par l'adoption depuis 1998 d'une loi foncière qui définit globalement le cadre juridique et institutionnel de la procédure qui permet donc d'aller à une politique de formalisation et de titrisation. Il s'agit donc dans cette loi de permettre de transformer une procédure, de faire basculer le régime, on va dire, juridique coutumier vers un système de droit de propriété privé individuel. Dans le cas ivoirien, c'est 10 années qui sont données aux détenteurs de droits coutumiers pour faire cette opération. Et la loi adoptée en 1998, ça veut dire qu'en 1998, 2008, on devait pouvoir immatriculer toutes les terres de Côte d'Ivoire, ce qui n'a pas été fait pour diverses raisons, dont la crise qui est passée par là, 10 années de crise. En tout cas, c'est l'argument officiel des tenants du pouvoir. Et donc, cette loi, elle est remise sur la table et maintenant, le gouvernement milite dans le sens de l'appliquer. Et cela se traduit par, donc, on va dire, la régularisation de ce cadre juridique, par la prolongation du délai de 10 ans. Et donc, en 2013, des amendements ont été apportés pour permettre encore de donner 10 années supplémentaires aux pays, on va dire, aux détenteurs de droits coutumiers. Et donc, ce qui nous ramène vers, si on fait une perspective, disons en 2023, on devrait devoir immatriculer les terres de Côte d'Ivoire. Alors, cette loi a quand même des spécificités. Il faut noter que la loi foncière ivoirienne considère la terre comme un patrimoine national. À ce titre, toute personne peut avoir un accès, mais pour avoir la propriété, il y a quelques restrictions. Donc, concernant les sites qui nous concernent, ça veut dire que toutes les personnes physiques, morales, peuvent avoir accès à la terre, ils peuvent avoir accès à un certificat foncier qui peut être individuel ou collectif, mais pour la propriété privée, seuls les citoyens ivoiriens peuvent obtenir la propriété privée. Et donc la procédure de formalisation qui est en cours en Côte d'Ivoire s'opère en 2 phases. Une première phase qui est donc la phase de la certification, dont le processus c'est la délivrance des certificats fonciers. Et dans une seconde phase, la transformation donc de ces certificats fonciers en titres privés. Évidemment, ceux qui n'auront pas accès au titre, la loi prévoit qu'ils aient un contrat de bail emphytéotique. Alors, ce travail, nous le menons donc pour faire ce que nous appelons ici, faire un premier point, un premier diagnostic du processus de la mise en œuvre de la loi. Alors, pour le faire, évidemment, nous avons des intuitions de recherche, des questions de recherche qui nous ont, qui ont sous-tendu, on va dire, ce projet de recherche, ce programme de recherche. Pour qu'on certifie, il faut qu'il y ait, dans le contexte institutionnel ivoirien, il faut qu'il y ait des organes de gestion locale, des organes locaux de gestion du foncier rural, qu'on dénomme ici les comités villageois de gestion foncière. Il faut que ces comités fonctionnent, puisque c'est le premier niveau local de reconnaissance des droits. Si ça ne fonctionne pas, cela peut impacter négativement sur la certification. Ensuite, pour qu'on certifie, il faut que les populations aient des ressources, puisque la loi dit clairement que les frais sont à la charge du demandeur. Ensuite, pour formaliser, cela suppose aussi, dans le contexte ivoirien, que certains d'entre vous connaissent très bien,
qui se caractérise par des transferts fonciers importants qui sont opérés depuis plusieurs décennies, voire même demi-siècle, je ne sais pas moi, depuis les années 20, vous voyez, ou bien avant, les transferts s'opèrent et continuent de s'opérer. Cela suppose qu'il faut remettre tout ceci sur la table, reconnaître tous ces transferts-là pour pouvoir aller à la certification. Un quatrième point qui retient aussi notre attention, c'est que au niveau certifier les terres rurales, ce sont avant tout des terres de famille qui appartiennent à des familles et dont la gestion relève généralement du régime de l'indivision. Alors, donc cela est potentiellement susceptible de poser ou de générer des problèmes ou des litiges. Alors, je vais vous présenter juste une carte qui n'est peut-être pas très belle, mais qui nous présente un peu la Côte d'Ivoire. Et ici, les flèches indiquent les zones dans lesquelles nous avons travaillé, dont les résultats sont communiqués ici. Je dois dire que le champ d'investigation est plus large que ce que je vais présenter ici, puisque les données que nous avons produites continuent encore d'être, on va dire, consolidées et dépouillées. Alors, donc, les résultats provisoires que je vais présenter ici portent sur 3 sites d'enquête. Un site situé donc dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, une petite localité de la sous-préfecture d'Aboisseau, qu'on appelle le village de Nengue. Nous avons choisi ce site parce qu'il y avait des certificats qui ont été délivrés dans cette zone. Donc cela nous a attiré notre attention. Ensuite, la sous-préfecture de Daloa, avec une localité qu'on appelle Dobois. Pourquoi Dobois? Également parce que Dobois est un site d'expérimentation, on va dire, site pilote du programme national de sécurisation foncière qui, depuis 2009, s'ouvre avec le financement de l'Union européenne, une procédure de délivrance des certificats a été engagée dans cette zone-là. Donc il était intéressant pour nous aussi d'aller regarder de ce côté-là. Ensuite, un peu plus au nord, nous sommes dans le sud, dans le centre-ouest, au nord, avec d'autres dynamiques agricoles, d'autres types de rapports sociaux. Donc nous sommes allés également dans la zone nord, précisément à Mankono, dans la sous-préfecture de Marandala, département de Mankono. Alors, pour entrer un peu dans la configuration, de catégoriser un peu ces sites d'un point de vue composition de la population, si vous prenez la zone de choses à Daloa, Dobois, nous sommes en pays BT, les autochtones sont les BT et dans le village on trouve beaucoup d'immigrants, des immigrants burkinabés, sénoufos, baoulés, etc. Voilà. Alors, à Nengue, c'est une situation un peu particulière. C'est une zone d'immigration, mais c'est un village qui est créé spécifiquement par les migrants. Les migrants venus du nord de la Côte d'Ivoire. Dans le village, bien vrai que si on repart sur la carte de tout à l'heure, nous sommes en pays Agni 108, mais le village lui-même, il est géré politiquement par les immigrants. Et ensuite, le dernier site qui est présenté ici, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, Marandala, qui est un site où, ici, nous sommes en pays Koro, les Sénoufos, Malinké, Koro, et ici, les migrants. Bien vrai que les Sénoufos aussi soient du nord de la Côte d'Ivoire, mais dans ce terre géographique, ils sont en situation de migrants. Voyez, donc, on peut être juste à quelques frontières près d'une région géographique, d'une même région géographique, mais être considéré comme un immigrant. Voilà. Les groupes cibles que nous avons touchés dans ce travail, c'est les demandeurs de certificats.
je dois dire que cela n'a pas été facile de trouver ces demandeurs. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Les demandeurs de certificats, mais surtout aussi ceux qui potentiellement pouvaient demander des certificats. Donc, tous ceux qui exercent, en tout cas ceux qui ont une reconnaissance sociale du droit sur la terre, qui peuvent donc potentiellement demander des certificats, et donc sans distinction d'ethnie, sans distinction de nationalité. Toutes ces personnes nous intéressaient. Bien sûr, les comités villageois, comme je l'ai dit au départ, l'organe local de gestion, les agents du ministère de l'Agriculture à travers les différentes directions décentralisées, départementales, les autorités coutumières, et aussi le corps préfectoral, donc en particulier les sous-préfets qui sont chargés de constituer, de mettre en place, d'exécuter sur le terrain cette politique. Alors, j'essaie de résumer un peu les choses à ce niveau pour systématiser un peu les données. Vous allez voir beaucoup de cases vides où il n'y a pas de données, mais ça a une explication. Et donc, globalement, on se retrouve avec, pas en termes d'échantillonnage, mais avec une population d'environ 106 personnes qui ont été touchées pendant ces 2 mois d'enquête, parce qu'il faut le dire, l'enquête s'est déroulée en août 2013 et puis en juillet 2014. Alors, pour partager avec vous ce que j'appelle les premiers résultats du diagnostic, il me paraissait intéressant de présenter la procédure même de la certification en Côte d'Ivoire. Quelle est la procédure pour qu'on soit sur le même niveau d'information. Alors c'est une procédure qui comprend donc 4 grandes phases, et chacune des phases se décline en action concrète. Une action concrète. Bon. Alors, vous aurez compris que ces actions-là ne sont pas toujours évidentes sur le terrain. Juste au niveau même de la demande d'enquête, la documentation qui permet même de faire l'enquête, qu'on appelle l'alias, le dossier, il est disponible que dans un seul guichet en Côte d'Ivoire. C'est la direction du foncier rural à Abidjan, au 6e étage. Oui. Ça veut dire que pour toute la Côte d'Ivoire, si vous êtes au nord, à l'est, au centre, partout où vous trouvez, où vous voulez faire votre demande, c'est au 6e étage de l'immeuble qu'on appelle CCIA, Caisse Stable plutôt, au 6e étage qu'il faut aller payer cette documentation-là. Donc déjà, c'est un problème en soi. Pour payer l'alias, pour acheter l'alias. Voilà. Et si, juste pour donner un peu des éléments empiriques, si vous êtes dans la campagne et que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller sur Abidjan, ça veut dire que vous allez passer par peut-être le commissaire enquêteur, vous allez payer ses frais de transport, évidemment. Vous voyez. Donc, voilà des choses qui vont permettre d'expliquer un peu plus tard ce qu'on appelle les coûts. C'est que ça coûte cher, mais c'est vraiment structurel, il y a des éléments objectifs. Alors, après la demande d'enquête, l'enquête doit pouvoir se dérouler. Vous voyez dans l'étape de plusieurs sous-rubriques qu'il faut pouvoir exécuter. Je passe rapidement là-dessus. Donc déjà, on a au moins 5 actions à mener pour pouvoir exécuter l'enquête. Ensuite, si l'enquête est menée, il faut pouvoir valider une 3e étape, l'enquête, également avec des procédures. Juste un mot sur la procédure. Par exemple, après le recensement des droits coutumiers, il y a un délai de 3 mois officiel, le délai de publicité, qui est ouvert
où un registre est ouvert pour permettre aux uns aux autres de pouvoir émettre leurs avis. On appelle le registre d'accord et d'opposition. Et ce n'est qu'après ce délai qu'on peut faire la clôture de l'enquête. Le résultat des choses, c'est que nous avons de ces éléments, donc, ensuite un quatrième niveau qui est l'établissement même du certificat. Vous voyez, il y a un jeu d'action entre la direction départementale de l'agriculture, le ministère de l'Intérieur, parce que le certificat, c'est la direction de l'agriculture qui est le maître d'ouvrage d'un point de vue technique, mais c'est une autre institution qui est chargée de valider le document par la signature du préfet. Voilà. Donc, tout ceci aussi agit. Ensuite, une fois tout ça c'est bon, il faut encore aller le publier au journal officiel. Donc, le résultat des choses, c'est que la procédure, quand on dit que la procédure elle est longue, elle est complexe, eh bien, il y a des éléments empiriques pour pouvoir l'étayer. Alors, nous avons, à travers des éléments que nous avons de tirer, nos résultats provisoires, montré que la durée d'obtention du certificat, en moyenne, cette durée, en tout cas pour la zone d'Aboisseau que nous avons pu travailler là-dessus, montre qu'il faut au minimum 1 année, voire plus. Là, on n'a pas pu avoir les jours exacts de la signature des certificats, mais on s'est contenté de l'année quand même, parce qu'on a pu avoir le jour de démarrage, mais le jour de la signature, on ne l'a pas, mais on continue toujours de tirer un peu sur nos réseaux pour qu'à terme, on puisse avoir les données de façon plus détaillée. Voilà. Également sur la question du coût, on s'est amusé un peu à faire cet exercice de l'alias aux enquêtes administratives. Alors, vous voyez, bon là, le résultat final, on l'a mis en euros, mais on est en CFA à ce niveau-là, donc désolé pour la conversion. Mais si vous prenez par exemple les enquêtes administratives, les 250 000 que vous voyez pour les enquêtes administratives, ben, c'est réparti entre plusieurs institutions qui interviennent dans la chaîne. Donc, c'est d'abord au niveau de la direction de l'agriculture, mais ça transite ensuite aussi une partie vers le corps préfectoral. Bon, donc le résultat, c'est qu'il faut payer. La validation de l'enquête, oui. En principe, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose. On a fait les enquêtes, on doit se réunir et puis le valider, mais sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. La validation, ben, il faut le comité sous-préfectoral qui valide l'enquête. Il y a plusieurs fonctionnaires là-dedans. Plusieurs fonctionnaires, on va citer rapidement quelques-uns. Vous avez bien sûr la direction de l'agriculture, vous avez le cadastre qui reprend le ministère de l'économie et des finances, vous avez les eaux et forêts, vous avez les infrastructures économiques, plusieurs directions qui sont impliquées dans le plan. Il faut inviter les chefs de village. Et il faut assumer, quoi. Voilà. Si vous ne pouvez pas réunir ce beau monde, ben, la commission ne va jamais siéger pour statuer sur votre demande. Voilà. Donc, il faut, comme on le dit dans le jargon, il faut payer leur transport, voilà, le moyen de déplacement. Bon, les frais de géomètre, c'est connu. C'est connu. Ensuite, la publication le timbrage, c'est négligeable. La publication du certificat, là, c'est de façon officielle, au journal officiel. Un certificat est publié à 40 000 francs CFA. Le résultat de tout ça, ça nous donne un coût moyen d'environ 1 000 euros. 1 000 euros pour une demande. Et là, nous avons fait ce exercice sur une superficie comprise entre 0 et 5 hectares, au-delà, le coût augmente.
Alors ici, juste pour illustrer un peu, illustrer à travers le propos d'un de nos enquêteurs, un commissaire enquêteur, qui nous dit comme ça que, effectivement, par le passé, il prenait juste moins, donc 175 000, mais le corps préfectoral a voulu avoir sa part. Voilà, ils interviennent dans la procédure, donc ils étaient obligés d'augmenter le coût au niveau même du service de l'agriculture. Vous verrez dans ce extrait que les coûts ne sont pas uniformes, ça varie d'une région à l'autre, c'est-à-dire d'une direction départementale à une autre direction. Tout ceci parce que dans la réglementation, il n'y a pas de barème officiel qui précise ces prix-là. Et donc, le fait qu'il y ait une pluralité d'acteurs dans cette procédure de formalisation et l'absence de barème, tout ceci fait que la procédure, on va dire, la formalisation devient chère pour le demandeur. Alors, on a aussi relevé d'un point de vue structurel des difficultés également dans la formalisation des droits. Au niveau local, en plus des comités villageois, des acteurs majeurs sont également les commissaires enquêteurs. Comme le nom le dit, ce sont des commissaires enquêteurs. Ce sont eux qui font les enquêtes pour pouvoir faire cette reconnaissance. Ils participent véritablement, ils sont indispensables en tout cas dans cette procédure. Mais le constat, c'est qu'ils sont en nombre insuffisant. Et là, c'est vraiment un constat important. Si vous prenez toute la direction départementale de la région de Daloa, il y a 3 agents qui sont chargés de faire ces enquêtes dans tout le milieu rural pour 4 sous-préfectures. À l'échelle d'une sous-préfecture, 4 sous-préfectures, ils sont 3. À Boisseau, ils sont 5 pour 6 sous-préfectures. Et à Mankono, ils sont 2. Vous voyez, donc, c'est vraiment difficile. Même si un État, en tout cas avec toute sa bonne volonté, ne pourrait pas vraiment faire ce travail-là. Alors, toujours sur les aspects institutionnels et structurels, pour montrer un peu les difficultés, au niveau des comités villageois, le constat c'est que dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire, y compris les régions que nous avons étudiées, les comités villageois ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Il y a, pour 2 raisons. Soit les comités ont été créés à un moment donné et ils n'ont plus d'existence légale, puisque la durée réglementaire, c'est 3 ans. Il faut les renouveler. Donc ces comités ne sont pas renouvelés et donc tant qu'il n'y a pas de demande, bon, ces comités, puisque ces comités, ce sont des, on va dire, ils interviennent à titre bénévole, ils n'ont pas de salaire, donc chacun a son activité. Donc les comités ne fonctionnent pas. Et si nous prenons le cas de Dobois, par exemple, où le comité a été mis en place en 2009, dans le cadre du projet, le comité, en 2013, où on effectuait l'étude, le corps préfectoral n'avait pas renouvelé le mandat du comité. Ouais, mandat du comité. Et donc, les propos de ce membre, d'un des membres de ce comité l'illustrent très bien qu'ils sont plus fonctionnels. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est la gendarmerie, c'est la sous-préfecture qui est directement touchée. Mais néanmoins, on a essayé de voir, malgré le fait que le comité n'était pas actif, fonctionnel, de voir un peu par le passé, puisque ce comité existe, il y a encore des traces, de voir un peu la composition des membres de ce comité-là pour pouvoir voir également un peu les enjeux qui se passent au niveau local. Donc, en regardant dans les données que nous avons pu collecter, voilà un peu le comité de ce village, comment il se structure.
comment il se compose. Et le constat qu'on en dégage immédiatement, c'est que les postes de responsabilité sont tenus effectivement par les autochtones. Et les membres sont à plus de la moitié, à plus de 50%, dominés par les autochtones. Ce qui peut être... pas de commentaire à faire là-dessus, mais le résultat, ce qu'on peut dire, c'est que cela peut peser dans les décisions, surtout que c'est le comité qui valide une demande ou invalide une demande. Donc c'est un comité qui est fortement dominé par les membres de l'ethnie autochtone, ce qui laisse entrevoir que cela peut déboucher sur des dérapages potentiels. Et en termes de dérapage, on voit également que ce comité a tenté de mettre en place, et il a mis en place un moyen de pouvoir capter quelques fonds. C'est-à-dire que lorsque les dossiers transitent par le comité, le demandeur doit payer une modique somme. Oui. C'est aussi une condition pour qu'on puisse regarder, traiter le dossier. Voilà. Sinon, le PV, le procès verbal, ne sera jamais signé. Oui. Et surtout les procès verbaux des personnes qu'on ne voudrait pas voir détenir des certificats. Alors, et donc, on a fait un point sur les travaux qui ont été réalisés par ce comité. Depuis donc 2009, dans le cadre du programme de l'Union européenne, des demandes groupées avaient été réalisées, financées par l'Union européenne. Et le résultat, c'est que sur 95 dossiers qui ont été traités par le comité villageois a validé 50 dossiers. Donc, au niveau local, le comité reconnaît des droits coutumiers paisibles, tels que le dit la loi, et continue sur au moins 50 demandes de certificats. Le reste, ce sont des dossiers litigieux où la reconnaissance des droits des populations, en tout cas des demandeurs, n'a pas été reconnue. Voyez, n'a pas été reconnue parce que le principe est, on va le voir par la suite, pour que on puisse reconnaître cela, il faut qu'il y ait l'entente. Cette notion revient constamment. Il faut qu'il y ait l'entente entre le tuteur et l'immigrant, par exemple, qui demande le certificat. S'il n'y a pas d'entente, alors on ne peut pas reconnaître et donc formaliser les droits du demandeur. Et cela est à la base du rejet de beaucoup de dossiers. Il y a d'autres raisons aussi, c'est le fait que pendant la crise, la malheureuse crise que nous avons connue, certains dossiers sont perdus, il faut le dire nettement. Et lorsque nous sommes rendus sur le terrain, par exemple, le registre des accords et oppositions que détenait le comité villageois avait disparu. Personne ne savait où ce registre était. On avait demandé à avoir ce registre, mais le registre n'existait plus. Ni la direction de l'agriculture, ni le comité villageois n'avaient ce registre. Il n'y avait plus de registre. Vous voyez. Et plus grave, c'est que la structure technique, même le BNET même, avait perdu certaines données concernant le travail de délimitation qu'ils avaient effectué sur le terrain. Et donc, à Daubois, lorsqu'on analyse également plus finement les rapports entre les populations relativement à la certification des droits sur les terres, on a des positions qui sont parfois contradictoires, mais cela aussi découle d'un raisonnement, je pense, cohérent, logique de la part des populations. Le certificat foncier
est vu comme un document qui peut garantir la sécurité des populations, en tout cas des demandeurs. Donc, il y a cette perception que si on a ce document qui est reconnu par l'autorité, par l'administration, en ce moment, cela peut nous permettre d'éviter à l'avenir des crises ou des troubles. Donc, un sentiment que le document peut apporter la sécurité. Bon, on sait que le titre ne garantit pas la sécurité, mais en tout cas, il y a cette perception que si on a le certificat, alors ça sécurise surtout les générations à venir, parce qu'ils auront un élément, un document administratif, en tout cas qui leur reconnaît des droits. Donc ça, on le retrouve dans le discours des immigrants. Lorsqu'on regarde du côté des autochtones qui contrôlent le comité et donc a priori qui n'ont pas de problème pour reconnaître eux-mêmes leurs propres droits coutumiers, mais il y a quand même des discours un peu, je ne dirais pas contradictoires, mais des discours qui relèvent un peu, qui décrit un peu ce processus, surtout donc les dispositions de cette loi qui reconnaît à tous, on va dire, le droit d'avoir un certificat foncier. Le fait d'avoir le droit qu'on soit donc non-ivoirien ou un Ivoirien déplacé dans ce milieu, le fait d'avoir que la loi permette de pouvoir faire un certificat, en soi, ça pose un problème aux autochtones. Donc, ce discours du président du comité villageois de gestion foncière l'exprime très bien qu'ils auraient souhaité que le certificat soit établi qu'au seul nom des autochtones. Alors, on fait un parallèle, une comparaison qui est intéressante aussi, c'est que nous sommes là dans le sud forestier et on va plus loin dans le nord de la Côte d'Ivoire, on retrouve exactement ce même discours chez les Koro. Ce sont des Malinqués, c'est-à-dire ces Malinqués qui sont en situation d'immigration dans le sud forestier, mais chez eux là-bas, au nord, ils sont pas aussi, ils accepteraient pas, parce que la particularité de ces zones, c'est que la procédure n'est même pas encore engagée. Nous allons peut-être revenir là-dessus. Il n'y a pas encore de demande, il n'y a même pas de comité, la loi n'est pas encore appliquée pour tout court dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais quand on creuse pour essayer de comprendre comment ils pourraient réagir, ils percevraient la chose, eux aussi, ils ont la même position que les autochtones du sud forestier. Ils n'accepteraient pas qu'on fasse des certificats, qu'on délivre des certificats aux étrangers, entre guillemets, au sens large, c'est-à-dire aux non-autochtones. Le résultat de toutes ces courses sur le nombre de certificats délivrés dans les 3 sites que nous avons étudiés, vous verrez que le résultat est très maigre. À Daloa, Dobois, malgré le financement de l'Union européenne en 2009, en tout cas en 2013, aucun certificat n'avait été signé. 2013-2015, j'ai fait un petit retour encore sur le terrain. En 2015 encore, il y avait toujours 0 certificat. Donc, ça n'a pas varié. 0 certificat. Et pour la petite localité que nous avons étudiée, mais également en 2013 pour tout le département aussi. Le petit retour que j'ai fait en 2015 sur le terrain montrait qu'il y avait 4 certificats qui étaient signés pour tout le département de Daloa. Donc en 2013 et 2015, il y a eu 4 certificats, ce qui est très négligeable. Lorsqu'on
on regarde du côté du sud-est, donc à Boasso, à Nengue, là-bas, le résultat des décomptes nous donne 6 certificats signés sur 7 demandes. 6 sur 7 demandes. 6 sur 7 demandes. Et à l'échelle de tout le département, on a 24 certificats sur 38 demandes. Donc là-bas, il y a des dynamiques quand même. Il y a des dynamiques qui se déroulent. Mais on va tout à l'heure rentrer un peu dans les détails pour comprendre un peu cela. Et à Marandala, comme je disais tout à l'heure, là-bas, la procédure même n'est pas encore en cours, parce que, pour la simple raison que en 2014, au moment où nous faisons les enquêtes, le comité, l'arrêté de nomination, enfin l'arrêté de création des comités, qui est un arrêté préfectoral, n'était même pas pris par le préfet. Et ensuite, il faut que le préfet prenne l'arrêté et que maintenant les sous-préfets soient aussi en mesure de prendre des décisions pour pouvoir créer dans chaque village la sous-préfecture des comités. Donc, ce n'était pas du tout fonctionnel dans cette zone-là. Juste une comparaison pour dire que quand on ramène tout ça au niveau même à l'échelle nationale, le résultat est encore triste. C'est que depuis au moins tout ce temps que la loi existe jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à mars 2015, pour la Côte d'Ivoire, à l'échelle nationale, on n'avait que 950 certificats fonciers, qui représentent à peu près 0,1% des terres à formaliser. Et que parmi ce lot de certificats, seulement une quinzaine avaient été transformés en titres. Il faut dire que ces certificats qui ont été transformés en titres, ce sont tous des certificats individuels. Tous des certificats individuels. Et donc, on regarde un peu plus donc en détail dans notre situation de Nengue à Boasso pour comprendre pourquoi là-bas ça marche entre guillemets si bien. Cette demande, 6 certificats délivrés, on regarde, en tout cas les demandeurs, ce sont des médecins, des ingénieurs, comptables, sous-préfets. Alors il y a un cas intéressant, c'est un étudiant, mais en fait l'étudiant, quand on creuse, c'est le papa qui en avait 2, et donc il passe 1 à son fils, qui a 2 demandes, mais qui, vous aurez compris, qui couvre un peu la situation en passant une demande au nom de ses enfants. Donc, avec les superficies, et tous ces certificats sont des certificats individuels, et tous ces bénéficiaires ne sont pas natifs du village. Ce sont tous des gens qui vivent dans la ville, dans la capitale d'Abidjan, à Abidjan. Ils sont pas agnés. Ils sont pas agnés. Le sous-préfet, par exemple, c'était l'ancien sous-préfet qui était en service même à Boasso. Bon. D'ailleurs, c'est le seul à avoir eu son certificat en moins d'1 année. Dans le timing, là, il était le seul à avoir son certificat en moins, en tout cas entre 8 ou 9 mois, il avait reçu son certificat. Alors, l'opération de formalisation génère également chez les populations des comportements opportunistes. Et ça, les entretiens que nous avons eus à Doubois nous permettent de le relever, parce que c'est déjà dit et c'est connu aussi dans la littérature. C'est l'occasion où on remet tous les accords passés sur la table. Et ce cas qui est proposé ici, qui est relaté par le vice-président du comité, il dit bien que ils reconnaissent que leur père, depuis 1958, a concédé ou attribué ou vendu, ce qu'on peut dire, 5 hectares à un migrant.
Et que le moment où on fait la délimitation, la formalisation, les mesures, on se retrouve avec, le migrant se retrouve à une superficie de 13 hectares. Donc, eux, ils reconnaissent les 5 hectares et donc, conséquemment, ils réclament que les superficies en surplus retournent dans le patrimoine familial. Évidemment, cela ne peut pas être accepté et ça fait l'objet de choses. Et ce dossier-là fait partie d'un des certificats qui a été bloqué par le comité villageois. Donc, ce cas-là, le comité n'a pas validé la demande du migrant. Alors, du côté de ces migrants, il ne reste pas non plus les mains croisées, comme on le dit, dans cette phase de formalisation. Ils continuent toujours d'entretenir de bons rapports. C'est le principe, il faut s'entendre, donc il faut toujours entretenir, être un bon migrant. Être un bon migrant, c'est savoir maintenir ses relations, entretenir ses relations avec son tuteur. Et ici, une façon de le faire, c'est de façon occasionnelle aussi d'apporter quelques présents, quelques reconnaissances vis-à-vis du tuteur. Et donc ce migrant, il estime qu'en développant ce capital social-là, son tuteur ne pourrait jamais lui refuser le certificat. C'est ce qui est important. Ensuite, nous avons aussi tenté de regarder un autre aspect aussi de la question, surtout sous l'angle intrafamilial, pour comprendre que l'opération qui vise donc à délivrer des certificats et des titres, eh bien, pour ce qui est des terres familiales, cela pose des problèmes. Et on le voit, à Daubois, 2 dossiers, 2 demandes ont fait l'objet de crises, de tensions, et donc bloquées par le comité villageois parce que, sur le principe donc, de la formaliser, mais formaliser les droits au nom de qui, formaliser au nom de qui, eh bien, il n'y a pas consentement au sein du groupe familial. Puisque tous sont conscients qu'une fois formalisé, eh bien, c'est le droit moderne qui s'applique, c'est le code civil, et donc il n'y a pas toujours accord au sein des groupes familiaux pour pouvoir formaliser. On retrouve cela donc dans la zone du centre-ouest, mais on a également cette même situation également dans le sud-est, chez les Agnis. Et là-bas, c'est encore plus accentué parce que c'est une localité ou une société qui fonctionne suivant un régime de parenté matrilinéaire où coutumièrement, la reconnaissance des droits se fait en ligne utérine. Et donc, une demande de certificat n'a pas pu s'exécuter ou aboutir parce que les neveux utérins se sont opposés à la demande effectuée par leur oncle. Et cela a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu même l'implication du maire de la ville qui est allé expressément voir le directeur de l'agriculture pour mettre fin pour bloquer cette demande. Et comment, à ce niveau-là, cela peut prendre des proportions assez inquiétantes. Quelques enseignements, en tout cas, pour terminer sur ça, pensons que la formalisation, c'est bien, ça permet le principe de pouvoir donner des droits aux uns aux autres, mais la réalité, c'est qu'il est coûteux et il est très complexe à mettre en œuvre. Et pour les résultats que nous avons, c'est qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Les populations rurales
ils ont des attentes réelles en matière de reconnaissance, de protection des droits. Ils ont des attentes, mais il n'y a pas une adhésion vis-à-vis de cette politique de formalisation. Nous pensons aussi également que comme résultat qu'on peut dégager aussi, c'est qu'effectivement, on le voit, ce sont les cadres qui font les demandes et donc les couches économiquement faibles sont exclues de la chose et au contraire, à travers ce que nous voyons du point de vue des populations, des acteurs, eh bien, il y a des suspicions qui pourraient effectivement déboucher, si l'on y prend garde, sur des litiges. Voilà juste également quelques éléments pour montrer comment un sous-préfet doit créer le comité, donc par décision. Et la décision précise également la liste qui compose les membres de ce comité. Ici, c'est le comité villageois de Nengue. Donc, les fonctions sont également précisées. Et puis, comme je le disais tantôt, dans le cas de Nengue, on a eu la possibilité d'avoir effectivement accès à ce registre, ce fameux registre des accords et oppositions. Et vous voyez que partout, dans la colonne là, il y a accord, accord, accord. Donc, avis favorable. Voilà, avis favorable, d'où les certificats qui ont été délivrés dans ce village-là. Alors, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je termine là-dessus. La littérature est abondante. Elle est abondante. J'ai juste indiqué quelque chose. C'est une littérature qui est très abondante. Ce n'est pas exhaustif, ça continue. Ça continue. Et donc, je voudrais donc m'arrêter ça sur ce point pour dire qu'il y a de la matière. Je vous remercie. Bien. Merci Georges pour cet exposé très clair, très concret, qui certes confirme des choses que l'on pouvait envisager dès les années 90 à l'époque du plan rural, mais qui confirme l'aggravation en quelque sorte des risques qui peuvent découler d'une application massive et systématique de la loi finalement. C'est ça. Voilà, donc je vais passer la parole. Nous avons en gros quasiment une demi-heure. Une petite question en fait. Oui. Des internautes. Ah. C'est juste là. D'accord. Alors, Ibrahima nous demande, ou te demande, le certificat fait-il le bonheur du paysan? Faut-il lui préférer l'immatriculation? Ah, il y a peut-être un éclaircissement à donner. Oui. Alors, il faut dire que effectivement, le certificat pourrait faire le bonheur du paysan. Il pourrait, parce que c'est quand même le premier niveau de reconnaissance qui est plus proche dans la monture de la loi actuelle. C'est le premier niveau de reconnaissance des droits. Le titre, c'est autre chose. Le paysan, il n'a pas besoin véritablement de titre. Ce n'est pas le titre que le paysan recherche. Le paysan recherche surtout que ses droits soient reconnus dans son milieu, donc soient socialement reconnus, et pour qu'il puisse, on va dire, exercer dans un climat plus serein. Voilà. Donc le certificat pourrait effectivement, si beaucoup de précautions sont prises, pourrait, je ne dirais pas faire le bonheur, mais en tout cas régler certains problèmes des paysans. Merci Georges pour ton exposé. Peut-être ça serait intéressant de savoir, pour mettre en proportion les chiffres que tu donnes, par rapport à combien de chefs d'exploitation par village, par exemple. Ça serait quand même intéressant de le savoir, il me semble. Deuxièmement, je remarque,
Je vois que tu lis les Ivoirisants. Sur le Burkina, il y a un travail de Peter Hochet sur la formalisation au Burkina, dans lesquels ce que tu décris des négociations à propos du certificat sur migrants autochtones pourrait être effectivement en grande partie corroboré par ce que Peter décrit pour le Burkina. Donc c'est pas intéressant de voir, parce qu'effectivement la question du respect, hein, quand on respecte, alors à ce moment-là on a effectivement peut-être possibilité d'avoir accès au certificat foncier. Il y a toutes sortes d'arrangements, on repartage la terre, enfin il y a des choses chez Peter Hochet qui peuvent être utiles pour, disons, voir qu'effectivement tes données trouvent un écho quelque part. Troisièmement, je trouve que quand même, je me demande, tu parles d'une recherche, moi j'ai l'impression parfois d'un rapport de consultant, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de dire c'est triste, il y a des proportions qui sont inquiétantes, il y a des obstacles, etc. Donc j'ai l'impression que tu es dans une posture de consultant. Et je trouve que c'est un peu gênant, quoi. Alors peut-être qu'effectivement l'initiative de cette recherche, c'est un financement quelque part, mais tu ne nous as pas précisé ça. Ce serait intéressant que tu nous le précises, parce que bon, alors effectivement, dernier point, je pense qu'il y a cette posture du consultant est aussi renforcée par le fait que quelque part, dans tes questionnements, il y a pour moi un questionnement qui manque. C'est la traduction, c'est-à-dire, apparemment, c'est pas un problème de transformer les droits coutumiers dans le droit moderne, c'est-à-dire que c'est les mêmes catégories. En tout cas, potentiellement, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème de traduction entre les droits coutumiers et les droits modernes. Or, moi, je pense que c'est quand même un problème, et je pense que dans les questionnements et dans les résistances, il faut aussi s'interroger sur ce point-là, d'autant plus quand on travaille sur les... Alors après, on peut raisonner sur les certificats collectifs, mais je pense qu'effectivement, on voit bien que probablement, enfin, tu ne nous as pas beaucoup parlé de ce qui fait obstacle à la réalisation des certificats collectifs, mais il y a peut-être dans la procédure une explication des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Alors là, j'aimerais bien avoir des explications, enfin des descriptions un peu plus poussées de ce que ça veut dire un certificat collectif. Enfin, quelle est la procédure, par exemple? Comment on identifie l'ayant droit, etc. Alors, moi, j'avais une question, du coup, par rapport... alors, vous expliquez que donc, dans les comités fonciers villageois, les postes de direction sont occupés par les autochtones, donc dans le cas Adobois, donc DBT, tout en disant pas de commentaires. Et juste après, vous nous dites aussi que les autochtones considèrent qu'il ne faut pas délivrer de certificat foncier aux étrangers. Donc, je pense qu'on a quand même là l'une des principales raisons pour laquelle les enquêtes sont bloquées, parce qu'au niveau des comités villageois, en fait, c'est souvent là que ça bloque. Lorsque les agents du ministère viennent enquêter, c'est souvent à ce niveau-là que ça bloque. Donc s'il y a quand même des commentaires à faire, et je pense qu'on touche là l'un des points centraux de la non-évolution des procédures. Après, juste une toute petite question de curiosité. Si je ne me trompe pas, normalement, les certificats ne sont valables que 3 ans avant immatriculation. Or, on peut délivrer des certificats aux étrangers, mais on ne peut pas immatriculer la terre en tant qu'étranger. Donc les certificats pour les étrangers. Donc là, c'est une question que je me pose, mais du coup, à quoi ça sert de donner des certificats aux étrangers? Enfin voilà. Bonjour, c'est une question qui est un peu liée à celle de Léo, à propos des modes de désignation des comités villageois. Est-ce qu'ils sont élus? Est-ce qu'ils sont représentatifs on va dire, des chefs de la terre sur le village? Voilà, c'est vraiment... c'était ça. Bien, on va répondre, oui. et on va prendre 1, 2 et 3. Okay. On va faire une troisième table. Bien. Juste, pas de commentaire sur la perspective Burkina avec les travaux de Peter Hochet. Pas de souci là-dessus. Maintenant, en revanche, sur la question de la posture peut-être d'un consultant, je ne pense pas. On n'a pas mené ce travail dans cette posture-là. Mais seulement que il y a aussi une demande, une attente au niveau institutionnel, au niveau étatique,
Aujourd'hui, quand on discute, quand on fait les ateliers, il y a des attentes à ce niveau. Et donc, ce travail aussi, il a été conduit aussi pour pouvoir faire aussi des recommandations dans ce sens. Pouvoir mettre des choses concrètes sur la table pour attirer l'attention aussi des décideurs sur les problèmes qui bloquent, ce qui fait que ça bloque. Et donc, c'est en ce sens qu'on essaie aussi de le traiter dans cette dimension-là. Sur la question des certificats collectifs, effectivement, les certificats collectifs, c'est d'abord assez difficile de les réaliser. C'est un problème d'identifier tous les ayants droit. À ce niveau, il y a même des biais. Et donc, c'est le commissaire, en fait, c'est le commissaire enquêteur qui déploie une batterie de questions. Donc ça aussi, ça pose un autre problème, la formation, la connaissance, la formation des commissaires enquêteurs pour pouvoir tenir compte de tous ces faisceaux de droit qui existent sur le terrain, de pouvoir reconnaître tous les ayants droit, toutes les personnes qui exercent des droits. Donc c'est véritablement un travail d'expertise même, véritablement un travail d'expertise. Si le commissaire enquêteur il ne joue pas le jeu ou s'il n'a pas une bonne connaissance, c'est sûr que dans le cadre de certificats fonciers collectifs, beaucoup d'ayants droit seront exclus à ce niveau. Donc les risques sont élevés à ce niveau. Oui, il y a une question qui suit, effectivement, le passage du certificat collectif au titre. C'est de ça qu'il s'agit? Non, c'était la question de la continuité que tu et la formalisation dans les catégories du droit moderne. Puisque ça n'apparaît pas dans les problèmes ou dans les questionnements que tu fais au départ. Bon, on va en discuter tout à l'heure. Voilà, on va en discuter tout à l'heure. Donc, je note cela. Et puis, je vais rebondir rapidement sur une autre question qui est, qui est la question de notre ami qui parle de la durée de validité du certificat. Effectivement, poser la question de savoir à quoi ça sert de faire un certificat pour des migrants. Ce n'est même pas seulement pour les migrants, c'est pour tous les bénéficiaires. Qu'on soit migrant ou non, c'est 3 ans. Voilà, c'est 3 ans et c'est un problème parce que 3 ans, ça passe vite et on n'a pas immatriculé. Après, qu'est-ce que ça devient? En tout cas, les tests, c'est caduc. Voilà, c'est caduc. Oui, ça veut dire que ça revient à l'État. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, puisque si ce n'est pas immatriculé, ça tombe dans le domaine de l'État, mais à la pratique, ça ne sera pas une chose simple. Voilà. Quand tu prends le contexte en tout cas de la Côte d'Ivoire, je vois très mal l'État aller récupérer tous ces terres dans le village. Mais légalement, ça revient à l'État. Voilà. Ça peut être aussi un stock de terres qui peut être disponible pour les investissements des firmes étrangères ou des... Mais ça va chauffer, quoi. Juste sur la question oui. dédiée à celle de Léo aussi. Oui, effectivement, je n'ai pas répondu. Je profite pour répondre pour dire que sur le mode de désignation, il faut dire que la désignation des membres du comité est faite par les villageois eux-mêmes. Donc, on va dire c'est la chefferie. C'est finalement l'autorité traditionnelle qui copte les membres qui composent. La désignation est faite au niveau villageois et ensuite entérinée par décision
du sous-préfet, une décision préfectorale. Donc, c'est véritablement, on va dire, un problème interne à la société villageoise qui désigne ses membres selon, on va dire, les enjeux, selon les qualités des uns et des autres. Par exemple, quand on échange un peu sur cette question, il y a des personnes qui sont désignées comme membres du comité parce qu'ils connaissent l'histoire du village, par exemple. C'est un sachant. C'est une personne, quand il aura des litiges, il pourrait dire oui, un tel, la limite de sa parcelle, c'est jusqu'ici, il y avait un cours d'eau il y a 50 ans, ici, il y a ceci, cela. Donc, il y a des éléments comme ça, qui sont des arguments qui sont avancés pour pouvoir désigner les uns des autres. Mais toujours est-il que ce qui est central ici, c'est qu'il y a des enjeux forts, des enjeux de contrôle de la terre, de cette ressource importante, des enjeux politiques. C'est des enjeux de politique, des enjeux de souveraineté, d'existence même pour les communautés, pour les villages. Et donc, on ne choisit pas les membres n'importe comment. Vous voyez, donc, il y a toujours des enjeux derrière. Mais ça se fait au niveau du village. Merci. Ma question porte sur... J'aimerais avoir des précisions sur ces catégories de migrants, d'étrangers et d'allochtones. Parce que ce qui me tracasse un peu, c'est que, bon, selon la loi, j'ai compris que la certification était accessible à tout le monde, mais que la propriété n'était pas accessible aux étrangers avec un clivage national. La distinction porte bien sur la nationalité. Et il me semble que localement, l'acception est plus restrictive, puisque dans les comités villageois, on mentionne des allochtones, des autochtones, des allogènes, et puis vous parlez de migrants. Et puis les dissensions vont bien au-delà dans les fractales, puisqu'on parle aussi, on distingue aussi les neveux, des fils, etc. Mais comment ces catégories, ces clivages sont utilisés, sont instrumentalisés? Ça renvoie à la question de la continuité entre la coutume et le droit, qui ne porte plus là sur les règles, mais sur les usagers compris, et sur les distinctions entre les gens et entre les usagers de droit. Et l'autre question liée à ça, c'est par rapport au milieu des années 90, disons, avec tout ce qui s'est passé depuis, est-ce que ces catégories sont restées exactement telles quelles, ou est-ce que on reste migrant tout le temps, aussi longtemps qu'avant la crise? Est-ce qu'on est allochtone? Est-ce que ces catégories n'ont pas du tout évolué dans les perceptions, dans l'usage? Depuis 15 ans, 20 ans, on continue à entendre les mêmes mots, mais je me demande si les réalités n'ont pas un peu bougé depuis les crises profondes qui ont secoué le pays et la région autour. Merci. Merci. J'ai posé tout à l'heure la question sur la certification, si elle fait le bonheur des paysans. Je pense que c'est en perspective avec le cas du Sénégal. Ah, c'est de toi. Hein? C'est passé par Internet pour poser ta question. J'ai taquiné Internet. J'ai taquiné Internet, voilà. Voilà. Mais la question que je voulais poser, et qui rejoint peut-être le questionnement de Léo, c'est le titre, le certificat collectif transformé en immatriculé par la suite. Est-ce que cette immatriculation-là, est-ce que ce titre foncier peut être collectif? La réponse est non. C'est non. L'immatriculation, le titre, il est individuel. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci encore pour cette présentation très riche. Une question très concise pour ma part. Vous nous avez dit sans surprise que les membres du comité villageois ne sont pas rémunérés. C'est la même chose en Ouganda avec les Area Land Committee, ils n'ont pas de salaire. Donc la question est-ce que vous avez pu creuser un peu la question, comment ça se passe à un niveau interne? Parce qu'à un moment donné, les gens ne font pas ça pour un verre d'eau ou un verre de thé. Donc est-ce que vous avez pu creuser cette question-là? Est-ce qu'il y a des risques qui sont ressortis avec véritablement des actions négatives, c'est-à-dire une grosse somme d'argent demandée pour une acceptation de la validité de
de la demande. Et s'il y a justement des encadrements internes pour éviter des débordements. Enfin voilà, concrètement, comment ça se passe? Bon, donc je vais répondre rapidement à ces questions qui ont été posées. Sur les catégories migrants allochtones, autochtones, je dois dire que ces catégories ne datent pas d'aujourd'hui, mais dans le contexte ivoirien, ça reste opérationnel. Les évolutions qu'on peut observer, ce n'est pas en termes de remise en cause du statut du migrant, mais c'est en termes d'intégration. On restera toujours un allochtone, mais avec le temps, du fait des relations qui sont capitalisées avec les communautés d'accueil, on sera perçu comme un bon ou un mauvais. C'est à ce niveau-là qu'on peut percevoir des évolutions. Sinon, aujourd'hui, malgré le temps qui s'est écoulé, en Côte d'Ivoire, on donne toujours ce proverbe pour dire que le bois qui tombe dans l'eau, il ne devient jamais un poisson. Aussi longtemps il va durer dans l'eau, il est toujours un bois. Donc, quand je parle de migrants ici, c'est au sens, le concept de migrants prend en compte aussi bien les Ivoiriens qui ont quitté leur région d'origine que les non-Ivoiriens. Donc, les allochtones, ça désigne effectivement uniquement les Ivoiriens qui ont quitté soit le centre, le nord et qui se sont retrouvés dans le sud ou vice-versa. Voilà. Donc ces catégories-là sont encore valables. Si j'ai bien noté, il y avait aussi, bon, j'ai répondu déjà, la question des comités. Effectivement, dans leur fonctionnement aujourd'hui, et cela transparaît un peu dans ce que nous avons montré comme coût, il y a des dispositions pour encadrer. Ce n'est pas des textes qui prévoient cela, mais dans les frais d'enquête que payent les demandeurs au service de l'agriculture, il y a une portion qui va au comité pour leur permettre de pouvoir exécuter leur mission. Parce que les comités, ce sont eux qui se déplacent sur des kilomètres pour se rendre sur le terrain, pour aller faire, en guillemets, l'expertise pour reconnaître les limites des parcelles objets de demande. Donc, parfois, c'est à des dizaines de kilomètres du village. Donc, il y a quand même des encadrements à ce niveau-là. Mais généralement aussi, ce qu'on voit, et c'est pourquoi vous avez vu le résultat, ce sont les élites qui font les demandes, parce que parfois la demande ne vient pas du comité, mais le demandeur, qui est un cadre qui dispose de ressources, il est conscient qu'il y a des obstacles. Et il met à disposition des moyens pour permettre, et ce n'est pas que le comité, et au commissaire enquêteur, parce que le commissaire enquêteur, en moyenne, pour une demande, il fait au moins 5 à 7 fois un déplacement entre son lieu de travail et le village où il doit mener les enquêtes. Parce que le commissaire enquêteur, il est logé à la direction départementale, qui est donc dans le chef-lieu de département, et les enquêtes se déroulent dans les sous-préfectures. Donc, parfois à 10, 50, voire même 60, 70 km du lieu de service du comité enquêteur. Donc, ces déplacements, tant qu'il y a des personnes
à interroger pour avoir une information sur qui a le droit, qui ne l'a pas, qui sont ceux qui peuvent avoir. Tout ce temps-là, le commissaire, il doit se déplacer pour pouvoir faire le demande. Donc, ça a un coût. C'est valable aussi pour les membres du comité qui font également ce même exercice-là. Je ne sais pas si c'est plus une suggestion qu'une question. Moi, de ce que j'entends, de ce que tu dis, est-ce que tu réalises la force de tes résultats ? En gros, dans cette longue histoire d'évolution du plan foncier rural à la loi de 98, à son instrumentalisation par différentes couches, on arrive au point d'orgue. Finalement, c'est les cadres qui vont en bénéficier. Tu le démontres à partir du moment où il faut aller au 6e étage de la caisse table en passant par 1 000 € à l'hectare, sans surprise. Ce sont les 7 cas sur 50 à peu près sont des cadres. Alors pourquoi tu te précipites pas pour valider un peu plus ce résultat en augmentant l'échantillon, en allant par exemple dans une zone comme Agboville où il y a beaucoup de cadres, pour vérifier si c'est la même chose, en allant peut-être dans une zone où émergent des sociétés étrangères, comme vers Bocanda. Là, on a beaucoup parlé dans la presse de cette nouvelle société belge qui crée 3000 hectares de cacao, parce que c'est un résultat extraordinairement fort. Mais il faut juste lui donner un peu plus d'ampleur. C'est-à-dire pendant que les autochtones et les allogènes ou les allochtones s'empêtrent dans leurs problèmes, les cadres tirent les marrons du feu, quoi. C'est ça que tu es en train de nous montrer. Donc voilà, je t'invite à valoriser, à confirmer ça le plus vite possible en élargissant les terrains. Et oui. Oui, je pense que les firmes étrangères, elles vont plutôt aller vers les forêts classées que les paysans ont colonisées, et ils vont perdre une partie de leurs droits, ça fera des plus grands blocs. Les cadres vont se contenter des interstices. Mais alors une question peut-être, c'est pourquoi à Boisseau ? C'est peut-être pas à cause des anis, mais c'est peut-être parce que c'est la zone où sont développés les palmiers et les EVA. Donc là, on a plus de cadres parce qu'il y a plus d'économies d'échelle. Alors qu'à Daloa ou je sais pas, dans le nord, c'est quoi ? C'est de l'anacarde. Le nord, c'est le coton, anacarde. Ouais, il n'y a pas d'économie d'échelle. Ça n'intéresse pas les cadres pour l'instant, pas encore. Donc c'est lié au phénomène palmier EVA. Mais il faudrait aussi en parler. C'est ça. Okay. D'abord, en complément direct par rapport à ce que disait François, la suggestion, c'est évidemment de discuter un peu avec Gabin Tarout, qui, dans le cadre de sa thèse sur les acquisitions de terres par les cadres en Côte d'Ivoire, s'est penché un peu sur cette question. Et alors, ces résultats, c'est que évidemment, les cadres voient la certification comme un dispositif privilégié de sécurisation de leurs transactions, mais dans le même temps, et ça ressort également au niveau des entretiens qu'il a pu faire sur certaines sous-préfectures, y compris du côté de Toumoudi, mais dans le même temps, ce qui apparaît aussi, c'est que même les cadres subissent la contrainte qui ne sont pas tous des grands cadres, subissent la contrainte de financement, et que beaucoup prévoient de demander un certificat, mais une fois que, en l'occurrence c'est essentiellement pour l'EVA culture, une fois que les EVA seront en production et qu'ils auront de quoi financer le certificat, parce que comme tu le fais bien ressortir là, ça coûte cher, quoi. Bon, ça c'était juste un complément. Ensuite, c'est pas une question, c'est un commentaire. Finalement, la question de la sécurisation des droits par le titrage ou la titrisation, c'est quelque chose qui est agité depuis longtemps. Il y a des débats depuis très très longtemps là-dessus, avec des perspectives critiques qui sont également formulées depuis très longtemps. Et le cas que tu présentes illustre malheureusement le bien fondé des craintes qu'on peut avoir par rapport à ce type de procédure. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est l'absence de discussion dans les enceintes ou parmi les gens qui sont plutôt critiques
par rapport à ces politiques systématiques de titrage, c'est l'absence de changement un peu de paradigme. Et de dire finalement, est-ce que la question devrait être comment sécuriser les droits à travers le certificat, à travers le titre, à travers telle ou telle procédure, est-ce qu'il faut sécuriser les droits ou est-ce qu'il faut sécuriser les transferts de droits? Et quand on pose cette question-là, on change un peu l'axe de réflexion. Et alors nous, bon, on a cogité un peu là-dessus avec Jean-Pierre, mais s'agissant du cas ivoirien. Mais je pense que on sort un peu du coup de la discussion mise en œuvre de la loi et certification. Mais je pense qu'il est bon de toujours garder en tête le fait de dire, ce paradigme-là, on peut aussi envisager d'en sortir. Et nous, de notre point de vue, s'agissant du contexte ivoirien, puis Jean-Pierre pourra peut-être développer s'il y a le temps tout à l'heure aussi, une voie de sortie possible, ce serait effectivement plus de tabler sur une tentative de sécurisation des transferts de droits plutôt que des droits eux-mêmes. Voilà. Donc c'était un simple commentaire. Et je termine sur une simple question. C'est est-ce que moi j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même des gens qui souhaitaient exercer un lobby au niveau ivoirien pour faire en sorte que finalement on applique la loi de 98 mais on s'arrête au certificat et on ne va pas jusqu'au titre. Et j'aimerais savoir si de ce point de vue-là il y a des avancées positives. Oui, une toute petite question. Étant donné l'échec apparent de ce processus, quel débat y a-t-il au sein du gouvernement ainsi que les bailleurs de fonds qui soutiennent le processus? D'accord. Ça rejoint un peu aussi la dernière question, le dernier commentaire de Jean-Philippe sur effectivement le lobbying. D'accord. Ok. Peut-être je vais commencer par le bas, par la dernière question. Effectivement, depuis, on va dire fin 2014 et depuis cette année 2015, là, en tout cas, il y a des discussions. Nous avons eu l'occasion même d'assister à quelques-unes de ces discussions. Et le message en train de passer pour aller dans le sens, effectivement, concrètement, la durée du certificat. L'idée, c'est déjà dans les rapports qui sont passés au niveau du gouvernement, en tout cas du ministère de l'Agriculture, c'est d'aller dans le sens de la suppression même de ce délai-là. Délai de transformation du certificat en titre. Donc, les idées sont beaucoup avancées là-dessus. Et effectivement, à travers quelques-unes de nos réflexions aussi, et bien d'autres chercheurs ou consultants, l'idée aussi, c'est de... Bon, c'est pas gagné encore, hein, c'est pas gagné parce que les résistances sont fortes, mais l'idée, c'est aussi tout en supprimant ce délai de validité du certificat, d'aller au certificat comme un premier niveau de sécurisation. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir à la question au changement de position ou de paradigme par rapport effectivement aux politiques de formalisation et de sécurisation, effectivement, je partage tout à fait cette position. C'est aussi un débat avec d'autres collègues chercheurs qu'effectivement, il faut, dans le contexte ivoirien, et on l'a souvent dit dans les tribunes, écrit dans toute la littérature, que les enjeux s'apportent sur la sécurisation de ces transferts-là, la reconnaissance de ces transferts antérieurs. Pendant que nous sommes en train de parler ici à Montpellier, il y a des transactions qui continuent. Chaque jour, ça se fait. Ça se fait.
alors que le ministère de l'Agriculture ne veut pas les reconnaître parce que les terres sont pas, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de certificat, donc il ne faut pas faire des transactions. Mais ça, les acteurs n'attendent pas. Et donc, on va dire, toute cette dynamique-là qui structure les rapports fonciers dans le contexte ivoirien, qu'est-ce qu'on en fait? À un moment donné, l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir tabler sur, prendre des décisions pour effectivement reconnaître ces droits-là, aller vers une reconnaissance de ces transferts passés. Parce que tout le problème, aujourd'hui, les tensions, les conflits viennent de la remise en cause de ces transferts passés, bien entendu en rapport avec les générations qui changent. Voilà, donc en rapport avec le renouvellement des générations. L'observation, le commentaire de Ruff, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui. La dynamique est réelle. Déjà même au niveau de... on essaie, pas encore à grande échelle même, d'élargir un peu notre champ par rapport à cette question. C'est un résultat qui est net, que partout où on a pu, soit dans le cadre de cette recherche académique ou bien dans le cadre d'autres activités parallèles, eu accès à des informations, on voit que ce sont les cadres. C'est l'élite urbaine qui demande les certificats et qui ont les certificats. Que je me rappelle en janvier, à l'atelier qu'on avait effectué avec le ministère de l'Agriculture, un des directeurs régional de l'agriculture, celui précisément d'une région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il réfléchissait, il avait posé la question comme ça, est-ce qu'on ne devrait pas limiter, est-ce qu'il ne fallait pas limiter les superficies à certifier ou éventuellement à immatriculer au nom des demandeurs? Parce que des personnes pouvaient avoir un certificat sur 400 hectares, 500 hectares, voire près de 1000 hectares, vous voyez, donc pour une seule personne. Et ça, ce sont les cadres, ce sont l'élite politique, voilà. Donc, il avait posé cette interrogation qui était très pertinente. Est-ce qu'il ne fallait pas contrôler cela et dire que, bon, voilà un seuil qu'il ne faut pas dépasser lorsqu'on veut être propriétaire d'une parcelle en terre rurale? Je voudrais le micro, s'il vous plaît, parce que je voudrais nous permettre deux prises d'informations, des informations complémentaires. Sur la question, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier finalement ce qui est le plus vif dans cette question, à savoir les transactions, il peut y avoir une base légale, puisque la loi distingue les droits qui sont issus de la coutume et les droits, alors je ne me rappelle plus exactement du terme qui est utilisé, mais en gros issus de transactions, de transmissions hors de la parenté, en quelque sorte. Hein. Et c'est ça qui justifie le fait que les étrangers, au sens local du terme, pour avoir accès au certificat, doivent avoir l'autorisation de ce qu'on appelle les propriétaires terriens, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme étant coutumièrement propriétaires. Donc il y a une base de discussion possible. La deuxième information, c'est que certes, il y a un lobbying pour faire sauter le verrou pour aller obligatoirement au titre, mais il peut y avoir aussi un lobby inverse. Et apparemment, il est présent dans les hautes sphères de la direction du foncier rural, qui consiste à dire pourquoi passer par le certificat, allant au titre immédiatement. Et nous passons à la troisième vague déjà notée, donc Anna et Marie. Et alors, essayons d'être le plus bref possible. On va commencer par Marie. D'accord. Oui, donc merci Monsieur Kouamé. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre exposé et vous avez une très grande richesse de données empiriques. Mais en tant que non
non experte sur le cas ivoirien, la question que j'ai pour vous, c'est comment replacer ces données qui semblent être une photographie dans le temps, dans une durée plus longue. Donc, on vous a demandé précédemment si les catégories migrants autochtones s'étaient modifiées au fil du temps. Mais au-delà de ça, avez-vous augmenté une accélération des demandes, une modification dans les demandeurs par rapport à la situation avant 2010? Et puis également, si j'ai bien compris ce que vous avez mentionné, il y aurait des registres qui auraient disparu. Donc, pour moi, c'est très fascinant. Donc, comment les perceptions se sont modifiées par rapport à la sécurisation des droits? Qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui avaient obtenu des certificats mais qui ont disparu? Deuxième question. Et j'en profite pour faire une annonce, c'est qu'il y aura une photo collective dès le début de la pause. Donc, vous ne parlez pas. Ok. Bon, merci Georges pour la présentation. Bon, c'est juste un commentaire. Je crois qu'il faut forcément encadrer tout ça dans une perspective globale. Forcément. En fait, d'abord, il faut se demander, en Côte d'Ivoire, il y a quelle politique agraire derrière tout ça. Il faut se demander, c'est qui est vraiment intéressé à enregistrer la terre, pas seulement dans les pays, mais aussi à l'extérieur. Et dans ce sens, je t'encourage peut-être à aller en profondeur du point de vue économique, si ce n'est pas au niveau national, mais quand même au niveau du terrain que tu as exploité. Ça veut dire essayer de voir c'est quel genre d'agriculture, c'est quel genre de cultivation dont on parle. Et en plus, bon, on ne peut pas ignorer qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même un enjeu politique très fort. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de citoyenneté, mais quand même, c'est central. On parle de citoyenneté locale, on parle de citoyenneté nationale. Et on a parlé un peu, mais bon, on n'a pas fait la distinction entre citoyenneté locale, citoyenneté nationale. Et bon, même du point de vue politique, j'imagine que pendant les élections, par exemple, la question du foncier, ça doit être quand même central. Donc il y a tout ça à voir, à mon avis. C'est très intéressant de voir des études très spécifiques, mais il faut les encadrer dans un contexte plus large. Bon, juste politique, non, devenu. Alors, qu'est-ce que je vais noter par rapport à votre question? Oui, il ne s'agissait pas véritablement de... Peut-être que vous n'avez pas bien saisi ce que je voulais dire, mais... J'oublie votre question en fait. Rappelez-moi votre question. C'est de Marie, hein? Oui, Marie. Oui. Je vous demandais comment replacer les données que vous avez présentées dans la durée. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Ah oui, oui, effectivement, cette perspective de revoir un peu les choses. Je vous disais tantôt qu'on avait fait des enquêtes à une période bien déterminée, mais on a voulu comprendre un peu, entre le temps, les choses passent très vite, on regarde et les choses
en termes de... Ça n'évolue pas aussi vite que ça. Donc, cette perspective est nécessairement prise en compte. Et d'un point de vue même de l'élargissement même de ce qu'on peut appeler peut-être l'échantillon, c'est prévu. On a des sites qu'on couvre toujours. On est en train de terminer des enquêtes, juste également pour pouvoir permettre d'avoir des données de grandeur plus systématique, quoi. Bon, je ne sais pas si c'était la question, mais bon. Ça répond plutôt à la question de François. De François, oui. Voilà. Bon. Et sur Marie, en fait, c'est l'idée de est-ce qu'il y a des évolutions dans ce que l'on pouvait connaître de ce qui se passait il y a une dizaine d'années, ou avant même qu'il soit question de législation de plan foncier rural, et la situation actuelle. Au fond, tout cela, c'est vrai que ce que tu dis là, on pouvait le dire déjà il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire même avant qu'il soit question de loi ou de plan foncier rural, lorsqu'il y avait des conflits fonciers entre autochtones et allochtones, et que l'État se posait les questions pour résoudre tout ça. Oui, il y a des évolutions. Dans ce sens, on peut parler d'évolution ou de dynamique nouvelle, parce que en temps, le pays a quand même traversé des moments difficiles et où la question foncière était au cœur de la crise. Et dans la situation post-crise, il y a des enjeux énormes, des enjeux terribles en termes de redistribution des cartes de pouvoir, comme on le dit, dans le milieu local. Les rapports, les catégories de population dont on a fait cas tout à l'heure, c'est-à-dire les rapports entre les différents groupes sociaux en termes autochtones, en termes de migrants ou d'allogènes ou d'allochtones. Les rapports de pouvoir, les rapports par rapport aux fonciers ne sont plus les mêmes. Ces rapports ont évolué en fonction de changements politiques ou de l'évolution des rapports politiques même au niveau national. Aujourd'hui, s'il y a des comités qui doivent être créés, mis en place, nécessairement, la composition des comités tiendrait compte des dynamiques ou des changements des rapports qui sont en jeu actuellement. Ça veut dire que la situation est plus grave, mais encore moins contrôlable. En tout cas, dans certaines localités qui ne sont pas forcément des zones où nous avons traité du sujet de la certification, il y a des bouleversements radicaux. Avant la crise, il y a des groupes d'acteurs qui avaient tout le contrôle politique sur la gestion des terroirs. Après la crise, il y a quand même de nouveaux acteurs qui rentrent dans l'arène foncière et qui influencent également l'évolution de la gouvernance locale. Certains commentateurs parlent de loi du vainqueur. Par exemple. Oui, et pour Anna, bien compris, c'est tout à fait exact qu'il faut situer tout ça dans un contexte plus global par rapport au cadre institutionnel, au cadre... Vous parlez de politique agraire. On n'a pas de politique agraire en tant que de réforme dans ce sens comme dans ce qu'on a vu dans certains pays. Mais ce qui est en cours actuellement, c'est une, on peut le dire, il y a un projet de loi d'orientation agricole qui est en cours d'élaboration par le ministère de l'Agriculture, un projet de loi d'orientation agricole
Et ce projet de loi-là devrait pouvoir être en phase aussi avec le cadre institutionnel de gestion de la gouvernance des terres en Côte d'Ivoire. Donc il y a véritablement un lien. Et c'est pour promouvoir ces jeunes de l'agriculture? L'agriculture en Côte d'Ivoire, on en a deux. Il y a elle est à dominante familiale. C'est une agriculture familiale. Et à côté, c'est une agriculture industrielle, de type agro-industriel. Mais fondamentalement, l'agriculture, c'est la petite agriculture familiale qui domine en Côte d'Ivoire. Dans les orientations programmatiques qui sont données, oui. Il y a une très très forte mention à la modernisation, de ça. à l'industrialisation de l'agriculture, à la venue des investisseurs étrangers. Je trouve que c'est quand même incontestable. On peut le dire. C'est une orientation libérale, classique. Depuis classique. Classiquement. Non, je suis d'accord avec effectivement, il y a le gouvernement, en tout cas, fait les yeux doux aux investisseurs pour investir massivement dans le milieu agricole. C'est connu, mais de mon point de vue, que les choses ne seront pas aussi si simples parce que toujours est-il que on pense avoir de la disponibilité, des ressources, des terres pour donner, pour attribuer à ces... Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Bon, il reste à voir parce qu'on sait par exemple qu'il y avait un projet risicole qui devait se faire dans le nord de la Côte d'Ivoire sur des milliers d'hectares, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Et les populations se sont opposées, les communautés locales et le ministre de l'Agriculture lui-même, il est originaire de cette région. Ses parents n'ont pas accepté, comme on dit, dans le langage ivoirien. Il y a eu opposition et ce projet de risicole n'a pas vu le jour en tant que tel. Voilà, donc il y a des intentions, le gouvernement a des intentions, mais on attend de regarder, de voir un peu pour pouvoir mieux analyser les choses. Merci, je crois qu'il faut arrêter.